Professeur, dites-nous un peu, quand on parle de dimension stratégique, est-ce que la France et les États-Unis se comportent un peu comme si ces deux nations se disputaient quelque chose en Haïti? Est-ce que ça reste le traditionnel débat entre l'Est et l'Ouest? Non, c'est pas ça. C'est le problème du contrôle de la zone, d'autant plus que la France a d'abord été la puissance coloniale qui exerçait son emprise sur Saint-Domingue avant le processus de libération qui a mené à l'État d'Haïti. Il y avait de l'autre côté l'Espagne, et qu'ensuite, quand il y a eu ce processus de libération-là, à un moment donné, Haïti est devenue une semi-colonie dans les faits des États-Unis. Ça veut dire que les États-Unis contrôlaient les dirigeants d'Haïti. Et donc, à l'occasion de cette catastrophe, les deux pays qui ont toujours exercé des visées de puissance et de domination sur Haïti reviennent. D'autant plus que, comme je vous ai dit, il y a aussi des intérêts économiques en jeu. Et reviennent pour prendre le contrôle du processus de l'aide et être capable de peser sur l'orientation de la reconstruction, aussi bien en termes politiques qu'en termes économiques. Parce que maintenant que Haïti, qui était déjà un pays extrêmement défavorisé, a été littéralement détruit, il y aura un processus de captation de la souveraineté d'Haïti par la communauté internationale pour essayer de reconstruire. Et ce processus, les processus de reconstruction, quand il y a une crise, qu'elle soit une crise militaire ou ici une crise d'origine naturelle, ont une dimension coloniale. Ce qui se fait en Irak, ce qui se fait en Afghanistan, ce qui se fait au Kosovo, a une dimension coloniale. Donc il faut être là également parce que dans ce marché de la recolonisation, il y a des intérêts qui sont en jeu. Au-delà donc du beau verbe diplomatique, voilà des considérations qui permettent également de comprendre pourquoi, d'une certaine manière, les États-Unis et la France se marquent. La France jouant sur sa légitimité historique, les États-Unis jouant sur leur légitimité géographique, parce qu'ils considèrent que les Caraïbes sont d'une certaine manière un espace déterminant pour eux. Je ne voudrais pas utiliser ce qu'on appelle encore le West Indies. La connotation péjorative d'espace vital, mais ils considèrent que les Caraïbes, c'est leur zone. Et donc, quelque chose ne peut pas se passer comme ça dans les Caraïbes sans que les Américains interviennent. Maintenant, il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre d'Haïtiens. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, l'initiative ici du président Obama d'utiliser cette zone comme, comment ils appellent encore, comme un point stratégique? Pas spécifiquement pour Haïti, c'est l'ensemble des Caraïbes qui a un intérêt stratégique pour Haïti. Peut-être avec une fixation pour Cuba en raison des évolutions historico-politiques que Cuba a connues depuis 1959 jusqu'à 2009. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un élément également important dans la mobilisation du président Obama en direction d'Haïti. C'est la présence importante d'une communauté d'Haïtiens aux États-Unis, à tous les niveaux de la société américaine, non seulement dans les niveaux subalternes et subordonnés, mais au moins dans les classes moyennes et l'élite intellectuelle. Il y a beaucoup d'Américains d'origine haïtienne aussi, ce qui fait que l'intérêt pour Haïti aux États-Unis est un intérêt important. Professeur Mbok-Basson, dites-nous, à présent que le sol de Haïti ne permet pas, enfin, comment dire ça, n'augure pas une prospérité future, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il évacuer les populations de là? Comment on gère cela? D'abord, nous avons beaucoup de conséquences à tirer de cette affaire. Ce qui commence, c'est le procès de la connaissance de l'Occident. C'est pour ça que je ne suis même pas d'accord avec une quelconque aide de l'Afrique. L'aide que l'Afrique peut apporter à Haïti, c'est sa connaissance, son savoir-faire. Je m'explique. Eh bien, il y a deux symboles qui ont été touchés à Haïti. La grande cathédrale d'Haïti et la présidence de la République. Je vais avoir une lecture certainement pas cohérente pour tout le monde, mais ces deux points stratégiques névralgiques de la connaissance d'Haïti posent un problème, puisque j'ai même vu le drapeau qui est tombé au sol et qu'on a tenté de relever simplement. Je voudrais dire que la nature a sa manière de nous faire des clins d'œil.
la nature a sa manière de nous dire ce que nous devons faire. Il faut que nous ayons une bonne lecture de ce qui se passe à Haïti. C'est exactement comme si on vous envoie une lettre et que vous la lisiez pas. Donc vous ne prenez pas compte du contenu et forcément vous ne savez même pas de quoi il est question. La nature nous a envoyé une belle lettre. La lettre nous dit ceci. Le modèle dominant dont les rapports de domination sont séculaires à Haïti, ça en est terminé. Il ne faut pas que l'Occident continue, en raison de ces rapports de domination sur le plan économique, de faire en sorte qu'une population qu'elle a appauvrie, qu'elle a sevrée, qu'elle continue de le faire. Il faut que ça s'arrête. Il faut donc que l'aide que peut apporter l'Afrique soit une aide sur un plan purement intellectuel. Nous devons montrer à l'Occident la manière dont on se comporte avec les humains. Ce qui s'est passé à Haïti est intolérable sur le plan de la nature, mais cette lettre-là valait la peine. Ces morts-là vont nous regarder pendant très longtemps, parce que nous devons nous rendre à l'évidence que depuis très longtemps, Haïti, c'est la pauvreté. Mais qui c'est qui a mis cette pauvreté? Qui c'est à la suite de la France et des Américains? Qui c'est qui a fait en sorte que les Papadoc, les Duvalier, etc., continuent de s'enrichir indirectement sur ces plaquettes? Ce qui se passe à Haïti, c'est ce qui se passe au Cameroun, je regrette. C'est ce qui se passe au Gabon. L'Occident est parti, mais il a laissé en place des relais pour perpétuer son modèle de domination. Aujourd'hui que voilà, Haïti est bloqué, complètement déménagé, ils arrivent une fois de plus pour tenter de reconstruire en remettant sur pied les moyens par lesquels nous nous sommes laissés dominer. Ça, l'Afrique ne doit pas l'accepter. Il ne s'agit pas d'aller faire le folklore des États, il s'agit d'aller leur dire plus jamais. Pour dire plus jamais, ce n'est pas en envoyant de l'argent. L'argent de Bongo sert à quoi? Qu'ils trouvent du travail aux jeunes qui sont là-bas. Je ne peux pas comprendre que chaque fois qu'il y a une catastrophe, on soit capable de trouver autant d'argent pour que toute l'humanité puisse travailler, pour que tous les affamés puissent manger, et qu'on nous explique que c'est parce que les morts sont morts. On ne peut pas comprendre ça. Ça veut dire que s'il y a une aide à apporter, eh bien que les intellectuels africains se mobilisent pour dire, après Copenhague, on n'a rien dit là-bas, cette fois-ci à Haïti, allons dire quelque chose. Parce que précisément à Copenhague, on a mal posé le problème. L'enjeu, ce n'était pas de dire que nous avons des forêts, regardez-nous, vraiment payez-nous. Ils ne peuvent pas nous payer. Ils n'ont pas pu payer les esclaves qu'ils ont déportés. Ils ne peuvent pas les payer. Ce que nous devons leur dire, enfin le temps est venu pour que vous compreniez qu'il y a une autre manière de comprendre le réel. Il y a une autre manière de considérer les humains. Mais vous, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'avez jamais aimé les humains, il faut le leur dire. Vos modèles politiques ne servent pas les humains. Vos modèles politiques servent les stratégies d'asservissement des peuples à l'infini. On ne peut pas continuer comme ça. Deuxièmement, voyez cette belle cathédrale qui est tombée avec Serge Biot, l'archevêque, il est décédé à l'intérieur. Voilà un autre grand message. Qu'est-ce que l'Église fait depuis très longtemps? L'Église qui participe chaque fois que le modèle capitaliste prospère. Elle aussi est prospère. Elle y trouve des grands fidèles. Elle y trouve des jeunes personnes nouvellement arrivées qui comprennent pas ce qui leur arrive. Alors le prêtre, le pape et tout le monde en profitent. Cette fois-ci, l'Église est tombée, la cathédrale est tombée avec l'archevêque. Ça veut dire que le modèle dominant de l'Église catholique doit arrêter, messieurs. Vous ne pouvez pas être à Haïti si longtemps que vous vous soyez tués et que maintenant, vous commencez à dire que vous allez prier sur les morts. Quels morts? Nous n'avons pas besoin qu'ils prient sur ces morts. Que l'Occident chrétien dise que ça en est fini désormais, je ne pactise plus avec le capital mondial. Parce que tant que l'Église va pactiser avec le capital mondial, on va arriver à cela. Mais regardez nos églises ici, je vois l'Église catholique, tout le monde y va. L'élite y va tous les jours, tous les dimanches. Elle y cherche Dieu. Elle va trouver Dieu là-bas. Dans une église, vous coffrez Dieu dans une église et vous prétendez que vous lui rendez compte. Vous faites de Dieu un homme à votre image et vous prétendez que Dieu vous aime ou que Dieu va vous sauver. Revenons sur des choses très sérieuses. Jésus ne sauvera personne. Mohamed ne sauvera personne. Je défie quiconque ici de me dire comment on va le sauver, parce que s'il y a le jugement dernier, nous y serons tous et je prendrai la parole. Je prendrai la parole pour dire ceci. L'Afrique est le seul continent où les institutions politiques ont été toujours des institutions d'amour. On partage tout ensemble. On va à la forêt ensemble. On va à la chasse ensemble. On fait l'agriculture ensemble et on partage tout.
Même pour construire une maison, on construit une maison ensemble. Ce n'est pas cette affaire de béton de l'Église catholique dont l'enjeu est de créer la théorie de l'amour dans l'Église. Et dès que vous sortez, les prêtres et tous ceux qui étaient à l'Église, il y a une minute, commencent à vous insulter, volent le lundi et reviennent dimanche à l'Église. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Je suis très conscient de ce que je dis. Ça pèse lourd parce que dans la conscience des gens appauvris, c'est trop facile. Dès que quelqu'un vous dit que Jésus ne va pas vous sauver, vous montez en cataracte pour le tuer. Dès qu'on dit que Mahomet a mal fait, c'est fini, les musulmans se lèvent pour dire on va tuer. Jésus a compris ce que ça voulait dire. On l'a buté. On l'a buté. Je crois que de sa mort, il a compris qu'il n'aurait jamais dû aller chez les gens violents. Il faut que nous comprenions, et c'est là où je termine. Ce qui est en train de se passer à Haïti veut dire une chose très simple. Eh bien, la nature, quand elle nous tue, c'est rien du tout. Elle a tué les dinosaures pour que nous on arrive. Je veux dire, vous ne savez pas comment elle se bat, comment elle s'est battue pour que l'homme arrive. Vous ne savez pas combien de détresse il y a eu. C'est exactement comme quand vous voulez faire une route. Vous faites quoi? Vous balayez les herbes, vous coupez les herbes, vous tuez des êtres vivants. Mais simplement, vous tuez ces êtres vivants-là pour que la route passe. Ceux qui sont morts à Haïti, nous le déplorons et il nous faut faire, les rois d'Afrique doivent aller là-bas faire un rituel. Le rituel, ce n'est pas pleurer sur les morts. Les morts, là où ils sont heureux, parce que c'est comme ça chez nous en Afrique. Le rituel, ce n'est pas l'enfer, c'est jamais l'enfer. Leurs ancêtres les ont reçus. Maintenant, il s'agit pour nous d'aller faire le rituel pour que plus jamais l'Occident ne mette ses pieds là pour prendre de l'argent. Plus jamais l'Église ne vienne dans cette affaire-là pour jouer avec le modèle politique dominant pour asservir les peuples. Si enfin l'Afrique peut comprendre qu'après avoir perdu Copenhague, l'heure est arrivée qu'à Haïti, qu'on plante le destin de l'humanité en disant aux Occidentaux d'arrêter, qu'il faut de nouvelles institutions politiques et institutions religieuses, et que seule l'Afrique peut le leur donner, je crois qu'on aura gagné. C'est ce que je voulais dire. Je me suis éternisé peut-être. Mais souvent, quand je suis déboussolé, oui, je deviens très nerveux. Alors, professeur Mbok-Basson, vous avez développé une forte argumentation là, hein, de manière à faire taire tout un peuple. Mais je m'en vais vous arrêter sur un petit point. Vous parlez, n'est-ce pas, d'église et vous parlez, n'est-ce pas, de temple. Je vais être d'accord avec vous sur un point. Dans un verset de la Bible, Jésus lui-même dit qu'on reconstruira le temple sans écouter un seul son de marteau. C'est écrit dans la Bible. Qu'on reconstruira le temple sans écouter un seul son de marteau. Donc le Seigneur ne parle pas de ces temples construits en parpaing et en stuff. Oui, ça c'est dans la Bible. Et je sais ce qu'il voulait dire, mais continuez. Je ne suis pas d'accord quand, en revanche, vous présentez, n'est-ce pas, la foi de tous ces gens comme étant, n'est-ce pas, une foi de perdus. Parce que, tenez-vous tranquille, la Bible, d'ailleurs, dans Apocalypse, il est écrit, la Bible annonce que vers les derniers moments, on aura des tremblements de terre, comme ça a été le cas en Haïti, qu'on aura des séismes, on aura l'émergence de l'homosexualité, comme on a vu ici et partout. Donc, on aura des phénomènes comme ça. Ce sont des prophéties. Enfin, le chrétien vous dira que c'est des prophéties bibliques qui s'accomplissent. C'est n'importe quoi. Je vais vous dire pourquoi c'est n'importe quoi. Parce que vous me faites croire que c'était Jésus que les séismes ont commencé. Mais mon Dieu, les séismes datent du début de l'humanité, du début de la construction des planètes. Les séismes font partie de l'organisation de la vie. C'est parce que les impacts de météorites frappent et qu'il y a des séismes que l'homme est arrivé sur la Terre. Béni soit Dieu. Là au moins, dites béni soit Dieu. Parce que le désordre qu'apporte un impact de météorite pour un impact de météorite et qui tue, apporte aussi la vie. Méfiez-vous de ce qu'on appelle la parole divine. Elle n'a jamais été écrite par des gens divins, elle a été écrite par des gens comme nous. Je regrette. C'est des gens qui étaient des scientifiques, qui comprenaient l'ordre du monde et qui, en fonction de la compréhension de l'ordre du monde qu'ils avaient, pouvaient prophétiser. On appelle ça en science la prédiction, monsieur. L'explication... Attendez, je continue. Oui. Je dis rapidement qu'il y a deux choses en science. L'explication, la théorie explicative et la théorie prédictive. Un bon scientifique qui fait de l'analyse fait nécessairement ou à tout le moins un semblant de prédiction. Ça veut dire
que si on vous prétend que des choses arriveront demain, ce n'est pas parce que la personne est divinisée ou a reçu un esprit saint qui le lui dit. C'est parce que le processus africain, le processus mondial, le processus universel est analogique. Analogique, ça veut dire qu'en fonction de certaines causes, on a les mêmes effets. Et parce qu'on a les mêmes causes, on a les mêmes effets, la prophétie, vraiment, excusez-moi. Mais Apocalypse, le déluge a eu lieu. Mais avant le déluge, il y a eu d'autres choses. Mais il y a eu beaucoup de séismes. Il y a eu 700 000 morts en Chine en 1976. Les séismes ont lieu partout. Apocalypse, ce n'est pas parce qu'on est divin qu'on le dit. La nature, le mbok sur les bassins de mbok yemakomanye, mbok nyorak. Ça veut dire que le monde, c'est une chute discrète de choses. Les choses tombent, les choses se relèvent. C'est ça la théorie de la vie. Voilà.